Bonjour et bienvenue à la Villa Gilet pour une rencontre sur la nouvelle scène littéraire africaine avec Yaya Diomandé ici avec nous à Lyon et Imbolo Mbue qui nous suit en duplex depuis New York. Alors d'abord les présentations. Donc Yaya Diomandé, vous êtes né dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 1990 et l'année dernière vous avez remporté le prix Voix d'Afrique qui était organisé par Radio France Internationale et les éditions Lattès. En fait, vous avez envoyé le manuscrit de votre premier roman à Bobo Marley, tout en travaillant comme manutentionnaire dans le port d'Abidjan. Alors, ce livre apparu en septembre dernier, c'est un roman que je dirais picaresque, qui relate les déboires de Moussa. Ce jeune homme vit dans le quartier populaire de Marley, qui est l'un des plus peuplés et dangereux d'Abidjan. Il enchaîne les tentatives pour s'en sortir et aider ses frères et sœurs dans un pays que l'on voit frappé par le chômage et les crises politiques successives. Et puis un jour, il envisage même le voyage vers Bangui, c'est comme ça qu'on dit l'Europe en Côte d'Ivoire, au risque d'y laisser sa peau. Et puis avec nous, donc depuis New York, Imbolo Mbue, donc écrivaine, née en 1982 à Limbé, c'est dans le Cameroun anglophone. Vous vivez aux États-Unis depuis 1998, et puis en 2014, vous avez créé l'événement, carrément l'événement, puisque votre nom a été au cœur d'une bataille entre des grandes maisons d'édition qui ont voulu s'arracher votre manuscrit et c'est finalement Random House qui l'a emporté pour $1 million. Donc ce premier roman, Behold the Dreamers, Voici venir les rêveurs en français, est un roman que je dirais passerelle entre le Cameroun quitté par le personnage principal qui est Djedé Djonga et New York où il arrive pour travailler comme chauffeur auprès d'un dirigeant à Wall Street. Ce livre décrit la relation de domination qui s'instaure entre les deux hommes. Et puis, c'est aussi un formidable portrait de New York qui est à la fois dans la veine du roman new-yorkais, tel qu'il peut être incarné par des gens comme Jonathan Franzen, Paul Auster, et en même temps qui nous montre Harlem à la sauce camerounaise, avec la pépé soupe qu'on boit dans les restaurants africains. Et ce monde qui cohabite avec le Upper East Side où vivent les nantis new-yorkais qui sont frappés par la crise de subprimes, des mondes qui cohabitent mais qui ne se mélangent pas. Et puis l'année dernière, vous avez sorti, en février dernier, votre deuxième roman, Puissons-nous vivre longtemps. Et là, dans un tout autre genre, vous avez écrit la fable d'un village fictif en Afrique. Où en fait des villageois souffrent, sont dans une situation d'assujettissement par rapport à un géant pétrolier qui a ravagé leurs terres et leur santé. Donc bienvenue à vous deux. On est enchantés d'être avec vous ce soir. Et on va donc entamer un dialogue sur la nouvelle scène littéraire africaine. Et donc je voudrais commencer par vous poser cette question. J'aime bien commencer comme ça, par discuter avec vous du thème de cette rencontre. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une nouvelle scène littéraire africaine, sachant que vous êtes dans un monde francophone, vous dans un monde anglophone, que vous avez eu des parcours très différents, à la fois de vie, mais aussi d'édition très différents. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme point commun entre vos deux parcours et comment vous définiriez cette nouvelle scène littéraire africaine? Alors, je commencerai bien avec vous, Yaya Diomandé. Bonsoir d'abord Gladys, bonsoir cher public. Merci pour l'invitation. Je dirais que, pour ma part, il n'y a pas de nouvelle scène littéraire en Afrique. J'estime que c'est plutôt une continuité de ce que nos aînés ont fait, que nous essayons de poursuivre. Moi, par exemple, je me suis toujours inspiré des écrivains comme Amadou Ampateba, Amadou Kourouma, qui est la référence chez nous en Côte d'Ivoire, et encore nos pères qui sont encore en vie, notamment Isaïe Biton Koulibaly et nos auteurs contemporains. Alors j'estime que nous sommes dans une continuité, même si peut-être les styles essayent de varier un peu, mais nous sommes plutôt dans une continuité. Voilà. Alors pour vous, Imbolo Mbue, donc depuis New York, on pourrait aussi dire que vous appartenez à une génération d'auteurs nés en Afrique et qui très jeunes sont partis vivre aux États-Unis. Et là, on a les noms qui nous viennent de Chimamanda Ngozi Adichie, mais aussi de Dino Mengistu, qui est né en Éthiopie, ou Yagazi, qui est né au Ghana, qui sont des auteurs qui sont arrivés très jeunes et qui, souvent par le biais de l'université d'ailleurs, ont commencé à écrire et à être publiés aux États-Unis. La réponse est oui. Déjà, merci de m'avoir invité.
Je ne sais pas quel est mon ressenti par rapport à une approche où on dit que parce que nous sommes du même continent, toute notre littérature doit être dans la même catégorie. Tous nos livres ou beaucoup de nos livres sont très très différents. Donc je n'ai pas l'impression, je ne suis pas forcément férue de cette idée que de dire qu'il y a une nouvelle scène littéraire africaine. Le Cameroun, le Ghana, la Zambie, nous sommes tous sur le même continent, mais nous sommes tous très très différents. Alors, en tant que lectrice, moi, je préfère regarder un livre qui existe en tant que tel. J'aime apprécier le livre pour ce qu'il représente, plutôt que de me dire, tiens, c'est un livre africain, l'écrivain est de l'Afrique. Alors, pour vous, Yaya Diomandé, le parcours qui vous a amené à être publié a été, je dirais, semé d'embûches. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la naissance de votre vocation d'écrivain jusqu'au jour où on arrive avec ce livre sur notre table? Déjà, à la base, j'aimais beaucoup lire, même si on n'avait pas trop la chance d'avoir des livres à tout moment pour lire. Heureusement, j'avais des amis qui étaient dans un collège privé chez nous, à Mans, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et qui avaient donc accès à leur bibliothèque. Donc, à tout moment, alors, ceux-là qui ne lisaient pas, ils étaient deux, ils m'envoyaient toujours des livres chez moi à la maison que je lisais et que je rendais au bout de 2 semaines, et ainsi de suite. Alors, à force de lire, à un moment arrivé, on se dit, il faut rendre. Et donc, à partir de ce moment, déjà, on commence donc à écrire un peu. Et après, en écoutant aussi le rap et autres, ça crée comme des rappeurs comme Youssoupha, Kerry James, Grand Corps Malade, qui est un slammer, Osmo Puccino et autres. On s'est dit, il faut faire comme eux, il faut donc écrire. Et l'écriture part de là. Et c'est là qu'en 2011, j'ai commencé à écrire ce roman, septembre 2011. Et je l'ai fini jusqu'en juin 2015. Et là, maintenant, a commencé la recherche d'éditeurs. J'ai tapé à toutes les portes chez moi, ça n'a pas été si facile. Ils ont refusé le roman, certains disaient que ce n'était pas de qualité, ce n'était pas bon. D'autres le trouvaient trop volumineux, qui me disaient il faut faire en 2 tomes, sinon ça ne pourrait pas aller. Et jusqu'à ce que les éditions Lattès, en collaboration avec la RFI et la Cité internationale des arts, lancent le concours Voix d'Afrique et qu'il soit primé. Ouais. Alors, vous avez été sélectionné parmi de nombreux manuscrits. Oui, il y a eu 8000 personnes qui se sont connectées sur la plateforme et à la fin, il y a eu 372 manuscrits qui ont été retenus pour le prix, après 5 lauréats et 5 finalistes. Et des 5 finalistes, le roman Bobo Marley, qui était initialement intitulé Bengue, le rêve d'un petit Abobolé, a été primé. Voilà. Alors pour vous, Imbolo-Mbue, votre entrée dans la littérature s'est faite de manière assez fracassante, donc avec ce moment à la foire du livre de Francfort qui a été un petit peu fou, j'imagine, pour une jeune autrice comme vous. Est-ce que vous pouvez aussi me décrire comment vous en êtes arrivé là et surtout comment vous avez, après ce moment un peu fou de Francfort, réussi à écrire tranquillement votre roman? Alors, effectivement, disons, j'écrivais depuis très très longtemps, avant 2014, lorsque mon roman a été vendu à Random House. J'écrivais, mais j'écrivais simplement exactement comme disait Yaya, c'est parce que j'adore la littérature et j'avais cet amour de la littérature, je lisais depuis toute petite. Et je n'avais pas vraiment l'ambition de devenir écrivain, c'était simplement que j'aimais l'écriture et je me suis dit, je vais essayer d'écrire. Et une fois que mon livre a été vendu, je me suis dit, maintenant j'ai l'opportunité vraiment de tenter de m'améliorer. Je ne me suis pas imaginé que mon livre allait être vendu à Random House. J'espérais que ça allait se vendre à une maison d'édition, mais je n'avais pas autant d'ambition. Et en fin de compte, c'est cette vente qui m'a poussée à devenir un meilleur écrivain. Et ce livre a été beaucoup changé quand même avant qu'il ne soit publié. Et je me suis dit tout simplement que c'était une opportunité pour raconter les histoires qui m'avaient été racontées. Et avant que mon premier roman ne soit vendu, j'étais déjà en train d'écrire mon deuxième roman. Ça faisait très très longtemps que je l'écrivais. Donc lorsque mon premier roman est sorti, j'ai décidé de faire marche arrière et de raconter l'histoire de ce village africain et l'histoire de la société pétrolière qui avait la main mise dessus. Et je me suis dit, je veux
veut fixer le cadre et c'est vraiment une histoire qui ne voulait pas me lâcher. La porte était ouverte, j'avais commencé à écrire le livre et du coup, je me suis dit, je vais retourner à cette histoire, je vais compléter l'histoire. Alors, c'est intéressant, effectivement, quand on regarde vos deux romans, parce qu'ils sont très différents. Donc, comme je le disais, Voici venir les rêveurs se passe essentiellement à Manhattan, avec des allers-retours au Cameroun qui a été quitté par les personnages principaux. Mais c'est vraiment, il me semble, mais on va en discuter, un roman qui s'empare donc de cette espèce de chose qu'on appelle le roman new-yorkais, et qui le transforme en quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression, avant de vous avoir lu, que j'avais déjà vu cette ambiance ainsi décrite à Harlem, avec ces Camerounais qui vont dans des restaurants, mais vous mettez aussi du cam franglais, donc voilà, c'est la langue qui est parlée au Cameroun, qui mélange plusieurs dialectes. Vous nous décrivez vraiment, vous ouvrez une porte. Je pense que c'est pour ça qu'on avait envie de parler de nouvelle scène littéraire africaine. D'un coup, on a l'Afrique qui arrive aux États-Unis et qui la montre autrement. Est-ce que c'était ça que vous vouliez faire avec ce premier roman ? Alors, j'ai l'impression que oui, on pourrait regarder les choses de cette façon-là et tirer ces conclusions-là. Mais je dois dire que moi, lorsque j'ai écrit ce roman, ça faisait des années que j'étais aux États-Unis et j'étais un petit peu désillusionnée et je l'ai été maintes et maintes fois. Moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'avais une idée de ce que je recherchais. Je me disais que c'était vraiment la terre promise, c'était un pays parfait. Et puis, une fois arrivée aux États-Unis, je me suis dit, oui, c'est un pays formidable pour plein de raisons, mais c'est pas aussi merveilleux que ce que moi, en tant qu'immigré, j'avais imaginé. Et c'était pas seulement mon expérience à moi, mais c'était l'expérience de bon nombre d'immigrés que je connaissais qui remettaient en cause un petit peu leur raison d'être sur cette terre américaine. Et donc, pour revenir à votre point, moi, je voulais surtout tenter de prendre à bras-le-corps le rêve américain en tant qu'immigré, mais également en tant que personne qui est désormais citoyen des États-Unis. Je ne l'étais pas à l'époque, mais je le suis maintenant. Et je voulais quelque part réfléchir et analyser cette idée du rêve américain et qu'est-ce qu'il en est devenu. Ce roman, par exemple, les différents personnages, le personnage principal a quitté le Cameroun en 2014. Et aujourd'hui, je pense que les Camerounais ne rêvent pas forcément de se rendre aux États-Unis. L'histoire serait certainement un petit peu différente aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était une tentative de ma part que de tenter de regarder les États-Unis d'une autre manière. Et la ville de New York, surtout, parce que toute l'histoire se passe dans la ville de New York. Et je voulais regarder la ville de New York très différemment, pas seulement à travers les yeux des Américains, mais à travers les yeux de quelqu'un qui était vraiment convaincu que New York ainsi que les États-Unis allaient être un pays absolument merveilleux. Alors c'est intéressant cette question du rêve et de la désillusion parce que c'est aussi ce qu'on retrouve dans Abobo Marley. Tout à fait. En fait, votre personnage, donc au départ, je pense qu'il croit qu'il va pouvoir s'en sortir en restant en Côte d'Ivoire et puis peu à peu, quand même, on voit comment l'idée que le seul avenir possible est à Bangui en Europe rentre dans l'esprit de tout un chacun, de tous ces jeunes gens que l'on croise, au point qu'au bout d'un moment, on se dit il n'y a rien d'autre à faire et on n'arrive pas à voir autre chose. C'est ça que vous vouliez décrire aussi ? En fait, la réalité africaine est aujourd'hui telle que lorsque vous êtes un jeune, que vous vous battez réellement, la position des dirigeants fait que parfois, ils ont du mal à s'en sortir, ces jeunes-là. Alors, le jeune Moussa, qui est le personnage principal de mon roman, se bat réellement, passe par tous les moyens, d'abord pour réaliser le rêve européen, aller en Europe, se réaliser comme ces aînés qui voyaient venir, qu'on appelle Benguis, en Nouchi, qui est le lago ivoirien. Arrivé un moment, il s'est dit, ben non, je vais me réaliser en Côte d'Ivoire, je vais rester là. Mais quand il voit que tout son business est ruiné, il s'est dit, ben, il faut partir, il faut quitter là, il faut aller chercher mieux ailleurs. Et c'est ce qui pousse alors Moussa à aller affronter tout ce qu'il y a comme tracasserie en route pour venir en Europe, traverser le désert, traverser l'Afrique de l'Ouest, le désert, la Méditerranée, être là comme réfugié et autres. Mais après des années, il réalise que l'Europe, sinon la France, qu'il avait tant rêvé, n'est pas cette terre de rêve-là, d'où son retour en Côte d'Ivoire après. Alors, il y a aussi dans vos deux romans un véritable souci de faire entendre la langue qui est parlée donc, dans les différents espaces dans lesquels se situent vos histoires. Alors, chez vous, Yaya Diomandé, il y a donc, le Nouchi, qui est donc l'argot ivoirien, qui côtoie le Dioula,
qui est une langue mandingue. Oui, la langue française et autres. Voilà, et le français. C'est ça. Ça, c'était vraiment... donc, vous les laissez tel quel dans votre roman. Hein, donc, ceux qui, ici, voudront l'acheter pourront s'en rendre compte. Bah, pour moi, l'objectif était d'abord de laisser les personnages s'exprimer dans la langue qu'ils parlent quotidiennement. Vous ne pouvez pas voir un gamin quand même de chez moi qui a abandonné les études en CE1, CE2, parler un français classique comme toi et moi, Gladys, comme vous et moi. Ce n'est pas possible. Alors, il fallait donc laisser ces gamins-là s'exprimer dans cette langue qu'ils parlent quotidiennement. Et donc, le nouchi, alors, c'est cette langue-là qu'on parle chez nous, pour ceux qui n'ont pas été scolarisés. Et même ceux qui ont été scolarisés, même déjà, c'est un moyen pour affirmer un peu quand même leur appartenance au ghetto, au plus bas niveau de la société. C'est un peu comme le verlan ici. Ouais. Alors, dans le roman, Moussa et ses proches s'expriment en nouchi, qui est une langue, on va dire, qui est un mélange en fait de français, d'anglais, de djoula, de baoulé et des autres langues de chez moi. Voilà. Et vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que je ne vais pas perdre des lecteurs en route? C'était vraiment important pour vous? Et là, ce côté est bien, il faut bien le souligner, parce que chez moi déjà, lorsque les éditeurs ont vu ce roman, ont vu ce nouchi-là, ils m'ont dit, mais c'est quoi ça? C'était une mélodie quand même. Mais c'est quoi cette langue-là? Tu veux être écrivain en Côte d'Ivoire et tu parles la langue des gamins de la rue, mais ce n'est pas possible. Pourtant, j'ai pris le soin quand même de traduire chaque passage de Noussi en français classique. Mais ils m'ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Pourtant, moi, je voulais avoir un style particulier, un style propre à moi. Je suis sûrement l'un des rares, soit le premier auteur ivoirien à le faire. Mais je voulais forcément, n'est-ce pas, laisser ces gamins de la rue s'exprimer dans la langue qu'ils parlent quotidiennement. Et donc, j'ai forcé, ils m'ont fermé la porte chez moi. Et ici, la porte a été ouverte. Voilà. Alors, cette question des langues parlées, Imbolombue, donc on la trouve dans votre premier roman, comme je disais, où il y a des mots de camfranglais, mais aussi dans votre deuxième roman qui se passe donc, dans ce village fictif en Afrique, où en fait les villageois n'arrivent pas forcément et les villageois et les géants pétroliers qui viennent les voir n'arrivent pas forcément à se comprendre. C'est même pas forcément une question de langue, c'est une question de concept, de vision du monde, de à quoi ça sert une terre, ce qu'est la propriété. Et cette chose-là, vous la décrivez donc magnifiquement bien dans ce livre, au-delà de la langue, donc au-delà d'une littérature africaine qui serait écrite en français ou en anglais, il y a un autre niveau qui sont les concepts, en fait, à travers lesquels on regarde le monde. J'ai l'impression que c'est le grand thème de ce deuxième roman. Oui, tout à fait. Je vous remercie pour ce commentaire. Alors exactement comme vous l'avez dit, les villageois et puis la société pétrolière, ils ont des façons très très différentes de voir le monde. Il s'agit d'un livre qui parle essentiellement des valeurs et des principes et de ce qui importe le plus dans ce monde. Les villageois, forcément, eux, veulent continuer avec les façons de faire ancestrales. Les villageois veulent continuer de vivre dans leur village, être connectés avec l'esprit, avec un E majuscule, et ils veulent poursuivre avec leur vie traditionnelle. Or, la société pétrolière, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire des profits. Leur objectif est simplement de faire de plus en plus de profits pour les actionnaires. Et donc, une partie de ce qui se passe dans ce roman, c'est surtout la question comment est-ce que les deux côtés si différents peuvent communiquer. Ce tout petit village africain, comment est-ce qu'il peut se hisser, entre guillemets, au niveau de cette société pétrolière qui est basée à New York et qui se fout royalement de l'environnement? Comment leur parler? Et c'est un roman sur lequel j'ai travaillé pendant de longues années et je l'ai fait en tant qu'Africaine, je l'ai fait en tant qu'être humain et je me suis beaucoup battue avec cette idée comme quoi il y a la mondialisation qui prend de plus en plus le pas en Afrique. Il y a eu aussi des années et des années de colonisation et cela nous a laissé avec un certain héritage, un héritage néfaste. Mais désormais, la question, c'est comment est-ce qu'on peut avancer vers l'avenir? Comment trouver un terrain d'entente? Ce roman a été très, très difficile à écrire parce que ces deux côtés que je décris sont vraiment
à l'opposé. Nous avons les familles africaines, ces familles africaines traditionnelles, et puis ces salariés de cette entreprise pétrolière qui n'ont vraiment rien en commun. Et donc tout était lié, comme vous dites, lié au langage, aux mots, au concept. Comment partir un tout petit peu plus vers la gauche ou vers la droite, converger vers le centre pour trouver un terrain d'entente. Oui, c'est bon. Oui, et justement, là, vous disiez que pour écrire ce livre, ça vous avait pris des années. C'est vrai qu'on a envie de comprendre aussi comment s'est fait le passage entre ce roman new-yorkais et ce roman africain. Quelles sont, par exemple, les influences dans la littérature africaine qui vous ont porté? C'est vrai qu'en le lisant, on pense forcément à Tout s'effondre de Chinua Achebe, qui décrit aussi la fin d'un monde, enfin l'arrivée du capitalisme et de l'Europe, et qui détruit le système de croyance d'un village. Est-ce que ça a été l'influence principale, ou est-ce que, comme vous le dites, vous êtes aussi tourné vers l'avenir? Et c'est un livre passerelle entre l'héritage, Yaya Diomandé parlait tout à l'heure des anciens, et en même temps une nouvelle façon d'écrire l'Afrique. Alors, j'ai lu Chinua Achebe, bien sûr, en tant qu'enfant au Cameroun. J'ai étudié Things Fall Apart, mais je dois dire que ce n'était pas mon inspiration principale pour ce roman. Il y a Gugu Achongo, également l'écrivain kényan, qui m'a beaucoup inspirée. Je l'ai adoré quand j'étais gamine, je l'adore toujours, je suis vraiment fan. Et j'ai l'impression que bon nombre de ces romans traitaient de ces différents sujets. Je devrais rajouter aussi à ce stade que moi j'ai eu une connexion plus forte à Gugu Achongo parce qu'en tant qu'enfant, j'étais surtout fascinée par les personnes qui combattent les plus forts. La situation de David et de Goliath, j'étais surtout très fan également des personnes qui luttaient en faveur de l'environnement dans mon pays. Quand Salawiro a été tué parce qu'il s'était défendu contre une entreprise qui cherchait à brûler nos terres. Et donc, ce sont ces deux écrivains qui m'ont vraiment poussé à retourner vers ce thème. Et en même temps, vous citez aussi Toni Morrison comme étant le déclencheur de votre envie d'écrire ou de la conviction que vous vouliez en faire votre métier. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est l'un des avantages que j'ai eu, c'est-à-dire que j'ai grandi essentiellement en lisant de la littérature africaine parce que je n'étais pas vraiment exposée à la littérature en provenance des États-Unis. En fin de compte, tant que je n'étais pas aux États-Unis, Toni Morrison, je ne connaissais pas. Je connaissais Hemingway, mais je ne les avais pas lus avant d'arriver aux États-Unis. Mais c'était très intéressant de noter que même si j'étais fascinée par certains auteurs africains, et que j'avais accès à tous leurs livres, je n'ai jamais songé à écrire avant d'avoir lu les livres de Toni Morrison. Et avec elle, c'était parce que j'étais fascinée de voir comment elle vivait cette expérience afro-américaine. Et j'ai adoré le fait qu'elle ait focalisé sur le fait d'être noire et également le fait d'être américaine. Et une fois que j'ai lu Toni Morrison, j'ai commencé à lire des histoires sur les villages africains. Et vu que j'y ai passé une partie de mon enfance, tout d'un coup, tout ce que j'avais en tête, c'était justement le fait de raconter une histoire sur un village africain. Et j'ai donc commencé en 2002. Et même quand j'ai écrit Voici venir les rêveurs, dans mon cœur, j'avais encore cette histoire, puissions-nous vivre longtemps, et je l'avais en tête, et je savais qu'il fallait y retourner, et je savais que je devais honorer les écrivains africains. Alors, Yaya Diomandé, vous avez donc écrit ce livre, je disais, tout en étant manutentionnaire dans le port d'Abidjan. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on serait tenté de voir plusieurs points communs entre vos propres déboires et ceux de votre héros. Alors, je pense que c'est une question qu'on vous a beaucoup posée, la question de l'inspiration biographique. Je sais que c'est une question qui vous agace, puisque je vous l'avais posée aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et est-ce que vous vous attendiez à cette réception-là, qu'on vous pose tout le temps cette question? Déjà, peut-être parce que le site narratif est d'abord la première personne du singulier, le jeu qui est là à tout moment. Alors, certains se disent peut-être que c'est moi. En plus, c'est dans mon quartier que l'histoire se passe.
à Bob Marley. Mais au-delà de cela, voir Moussa qui est au port, qui est, on va dire chez nous, on est grouilleur, qui va se battre au port pour avoir son pain en tant que scieur de chaussures et autres. Bah, en fait, je suis d'abord inspiré du vécu de tous les jeunes, sinon de tous les enfants, de tous les gamins de ce quartier-là, ce quartier populaire d'Abidjan, qui est à Bob Marley. Et bah, c'est de là qu'on a écrit cette histoire. Et lorsque le personnage devient rebelle, par exemple, j'ai vécu dans une zone occupée par les rebelles pendant plus de 8 ans. J'étais à Mans et les rebelles avaient occupé 65% du territoire ivoirien. Moi, j'ai vécu là pendant toute la période de la rébellion. Donc, j'ai vu la réalité de la rébellion. Et quand j'ai vu encore le personnage, il devient chef de gang à Bobo. Je suis à Bobo, je vois la réalité. Alors, je m'inspire de cela pour écrire. Je ne suis pas moi-même Moussa. Je suis juste inspiré du quotidien de ceux-là que je vois autour de moi pour écrire. Voilà. Alors justement, est-ce que vous envisagez dans vos prochains livres, parce que je crois que vous avez de nombreux projets, de continuer à écrire à partir de votre vécu en Côte d'Ivoire, ou est-ce que maintenant que vous venez régulièrement en France, ou d'ailleurs maintenant vous avez entrepris de poursuivre des études, vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir à d'autres choses, d'autres genres littéraires? Ça a quand même beaucoup changé de choses pour vous. Déjà, voyager, ça ouvre l'esprit. Voyager permet de voir d'autres horizons, d'agrandir nos horizons. Alors, si j'ai la chance aujourd'hui de venir régulièrement en France, c'est déjà bien. Cela peut me permettre encore d'écrire d'autres histoires qui ne sont pas seulement focalisées chez moi à Abidjan, mais qui s'ouvrent à d'autres horizons. Et c'est déjà bien. Et pour vous, Imbolo Mbue, justement, pour écrire ce roman qui se passait en Afrique, déjà, je voudrais savoir si vous avez eu besoin de séjourner sur le continent. Et est-ce que vous pensez... alors, je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais est-ce que votre œuvre aurait été différente sans les États-Unis? Et est-ce que vous pensez que le fait d'écrire en étant sur place pourrait modifier aussi la suite de votre œuvre? Alors, je pense oui, évidemment, oui, ça va de soi que le fait de vivre aux États-Unis, ça a beaucoup changé ce que j'ai écrit. À mon avis, je n'aurais même jamais pensé à être écrivain au Cameroun. J'admire particulièrement Yaya Diomandé pour ce qu'il a fait, le fait qu'il ait écrit à partir de la Côte d'Ivoire, parce que moi, réellement, je pense que je n'aurais pas forcément eu la mentalité qu'il aurait fallu. Ça ne m'est même pas venu à l'idée à l'époque, lorsque j'étais au Cameroun, j'y ai même pas pensé. Mais ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les États-Unis m'ont ouvert l'esprit. Les États-Unis m'ont obligé à réfléchir différemment et cela m'a permis, ça m'a encouragé, poussé à me poser des questions. Et bon nombre de mes romans posent surtout des questions. Il s'agit d'êtres humains qui sont placés dans des situations où ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer de se poser des questions et je les mets sous pression pour ce faire. Et je pense que, ayant passé du temps au Cameroun et ayant ensuite passé beaucoup de temps aux États-Unis, mon écriture est un petit peu dans un espace particulier, une carrefour où j'ai été formée par le pays, par le Cameroun, mais ensuite j'ai été fortement influencée par les États-Unis, ce pays où j'ai passé une bonne partie de ma vie, la ville de New York par exemple, où je suis entourée d'idées très très différentes par rapport aux idées avec lesquelles j'ai grandi. Est-ce que vous envisagez à présent le fait que vos livres ne sont peut-être pas forcément lus au Cameroun, puisque voilà, là-bas, la situation éditoriale n'est pas forcément favorable. Les livres sont difficilement disponibles. Ils sont à un certain prix qui est parfois trop élevé pour la majorité de la population. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille un petit peu? Et est-ce que dans justement, dans la conception des romans que vous voulez écrire plus tard, vous envisagez soit de vous rapprocher d'un éditeur camerounais ou de faire quelque chose vraiment sur le continent? Oui, tout à fait. Je pense que j'aimerais vraiment que mon livre soit plus disponible au Cameroun. On me pose la question tout le temps. Il y a plein de Camerounais qui me disent, mais comment est-ce qu'on peut obtenir ton livre? Et je dis, désolé, il faut commander le livre aux États-Unis où je peux vous l'envoyer. Mais je suis en contact effectivement avec plusieurs personnes au Cameroun qui pourront peut-être faire en sorte que le livre soit disponible. Et puis, bien sûr, les droits du livre appartiennent aux maisons d'édition
éditions aux États-Unis et en Europe. Donc, il y a beaucoup de négociations qui doivent avoir lieu sur les droits quant au livre. Mais concernant mon livre futur, disons, je ne vais pas me limiter. Je ne me dis pas qu'il faut écrire pour un public donné. Si vous remarquez, mes deux livres sont très, très différents. Et ça, c'est tout simplement parce que je ne pense pas au lecteur. Je ne me préoccupe pas à savoir est-ce que ce sera pour un lecteur camerounais ou américain. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est surtout raconter une histoire et raconter l'histoire de façon honnête. Donc, peut-être que la prochaine fois, je vais encore faire quelque chose de très, très différent. C'est ça l'avantage quand on est écrivain, on peut aller là où on veut, on peut vraiment écrire ce qui est important pour nous et j'espère que je pourrai continuer à se faire. Et pour vous, Yaya Diomandé, donc en plus vous êtes retourné après l'obtention de ce prix à Paris, vous êtes retourné en Côte d'Ivoire. Donc là, vous avez pu voir un peu la réception de votre succès donc dans votre quartier. Et est-ce que justement vos voisins, vos camarades ont pu se le procurer facilement Chez moi, ceux qui sont un peu, on va dire, nantis, financièrement un peu stables, ont pu acheter le roman, puisqu'il est déjà disponible à Abidjan. Mais le prix de vente est un peu élevé pour eux. C'est un roman qui est vendu, on va dire, à 13 000 francs, environ 20 euros. C'est un peu, bon, 18, 19 euros pour eux, c'est un peu élevé. Alors, je leur ai dit que le roman sortira bientôt chez moi, en Côte d'Ivoire là-bas, chez un éditeur ivoirien. Alors, le prix sera alors accessible pour eux. Ils attendent alors impatiemment que le roman sorte à un prix vraiment bas, afin qu'ils puissent s'en procurer. Ils ont vraiment aimé que leur quartier ou leur ami soit honoré ainsi, mais faute de moyens, certains ne peuvent pas l'avoir parce qu'il est un peu cher pour eux. Alors, quels sont vos projets d'écriture là en ce moment? Vous travaillez à quoi? J'ai écrit mon prochain roman, j'ai déjà fini, juste quelques relectures, et je vais déposer chez l'éditrice Anne-Sophie Stefanini. On peut en savoir plus sur ce prochain roman? Oui, c'est un roman qui, juste en quelques phrases, qui parle un peu d'un peuple de chez moi, le peuple baoulé, dont les femmes sont vraiment amoureuses de blancs, on va dire ainsi des Européens. Alors, les femmes de là-bas rêvent toutes d'avoir un blofoué bas. Blofoué veut dire les hommes venus de chez Dieu, c'est comme ça qu'ils appellent les Européens. Et là, j'essaie de montrer un peu quand même le rapport que les Africains ont avec les Européens, le côté un peu complexe d'infériorité et autres. C'est ce qu'il essaie de traiter un peu dans ce roman. Et pour vous, Imbolombwe, votre prochain livre? Ou vos prochains livres? Alors, moi, je suis encore... j'en suis vraiment au balbutiement. Je n'ai pas encore continué de penser à tout ce à quoi je vais écrire. Je ne suis pas vraiment prête à parler de ce que je vais écrire, mais je pense que ce sera encore très, très différent de ce que je viens d'écrire. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Je voulais peut-être en profiter pour évoquer avec vous donc Yaya Diomandé dans cette nouvelle scène littéraire africaine, en tout cas qui existe à Paris. Quels sont un peu les différents auteurs qui vous entourent? Je crois qu'il y a carrément une bande en fait à Paris d'écrivains qui viennent de plusieurs pays du continent. Est-ce que vous pouvez, en plus certains dont les livres sont ici, donc Fiston Mwanza Mujila qui nous vient du Congo, Blaise Ndala aussi. Gauze. Déjà, à mon arrivée, l'éditrice Anne-Sophie Stefanini m'a mis en contact avec certains écrivains, notamment Sami Tchak, que j'appelle papa, Sami Tchak le Togolais, il y a Abdourahmane Waberi. Abdourahmane Waberi, qui est professeur à Washington, qui vient de Djibouti. Tout à fait, et qui était président du jury Voix d'Afrique. Et là, il y a aussi le grand frère Gozro. Voilà, on l'appelle Gozro en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi, Gozoro? Non, c'est son nom en fait. Ah d'accord, en voilà. entier. Okay. Donc on l'appelle Gozro, Goz. Il y a aussi Fiston que je connais bien. Et Mohamed Bougassar. Qui est sénégalais. Tout à fait. Il y a aussi Annie Ferrer, qui vient juste de sortir chez Grasset. Voilà, les hyènes. Donc il y a cette bande d'écrivains quand même avec qui j'échange à tout moment. Il y a souvent assisté à des lectures et autres, et c'est bien. Donc il y a des lectures dans différents lieux de littérature, on va dire, de Paris. On le faisait souvent à domicile. Ok. Voilà, Covid oblige. Oh, voilà. Ok. Maintenant, avec l'ouverture des espaces, peut-être qu'on aura plus de chances pour organiser d'autres lectures de part et d'autre. Et est-ce que du coup, il y a des émulations, des idées qui s'échangent? Donc après, vous vous retrouvez beaucoup dans des festivals aussi, ensemble, souvent. Est-ce que ça fait naître aussi des courants littéraires, des réflexions, des projets de magazines
Bah, c'est peut-être des projets, on en parlera. Mais déjà, écrire un texte et l'entendre de la bouche d'un tiers, ça donne souvent des idées. Donc ça, c'est dans le cadre de Work in Progress, vous faites lire par d'autres ce que vous êtes en train d'écrire. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, d'autres projets, peut-être ça viendra. On espère bien. Alors Imbolo Mbue, je connais un petit peu moins comment les choses se passent du coup à New York. Est-ce que vous êtes plutôt solitaire à écrire ou est-ce que, étant à Manhattan, il y a aussi une scène littéraire avec, alors pas forcément d'ailleurs africaine, mais des amitiés, autour de revues, autour de lieux où on lit de la littérature? À quoi ressemble un petit peu votre vie? Alors, effectivement, ce qui est fabuleux quand on vit à New York, c'est qu'on est entouré de plein d'auteurs. Et moi, je suis ravie de pouvoir habiter tout près de la maison d'édition. Avant la pandémie, je côtoyais énormément d'écrivains, c'est vrai, et je les côtoyais assez souvent. Et il y a Patrice Ingham qui n'habite pas à New York, il est du Cameroun, lui habite New Jersey, mais habituellement, on se voit très souvent, avant la pandémie en tout cas, on se parle très souvent. Et lui a été un menteur formidable pour mon travail et c'est remarquable parce que lui provient du Cameroun francophone et moi du Cameroun anglophone. Et je ne sais pas si vous savez quelle est la situation actuellement, la crise là-bas. C'est génial que je puisse avoir ce contact avec lui, étant donné le contexte politique. Il est là pour me soutenir et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Oui, donc le contexte on peut dire d'une guerre, enfin d'un conflit en tout cas, entre un Cameroun anglophone qui voudrait faire sécession et avec le reste du Cameroun. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et au bout de plein d'années de marginalisation par le gouvernement francophone, les Camerounais anglophones ont décidé de prendre position en 2016 et le gouvernement a été le point de départ pour énormément de massacres et de violences. Il y a énormément de sang qui coule depuis 3 ans et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis l'une de ces écrivains qui a écrit une histoire. Mais Patrice Ngannou, lui, vraiment, il a pris position sur le plan politique et il a été emprisonné. Il a été emprisonné pendant 15 jours, il me semble. Et c'est simplement parce qu'il y a une dictature dans mon pays. Mais c'est absolument formidable pour moi d'avoir un écrivain comme ça de mon pays qui soutient mon travail, mais qui sert d'exemple aussi, qui se sent très responsable vis-à-vis de notre pays, parce que nous vivons aux États-Unis, mais le Cameroun, c'est notre terre-mère quand même, et je me sens pleinement responsable de mon pays. Alors, pour finir, je voudrais voir avec vous s'il y a des auteurs, donc on a parlé de la littérature africaine, est-ce qu'il y a des auteurs de la littérature francophone de manière générale dont vous vous sentez proche, donc au-delà du continent? Puisque finalement, grâce à des festivals donc, comme celui dans lequel on est, le Littérature Life Fest, mais aussi grâce à Étonnant Voyageur, d'autres ponts sont tracés. Et bientôt, peut-être, les chemins pourront converger au Québec, à Tunis, puisque c'est le monde, la francophonie, comme on l'appelle. Oui, c'est ça. Des auteurs contemporains ou des auteurs depuis... Oui, contemporains, parce que dans la bande, maintenant, il y a aussi Yamen Manaï, il y a d'autres auteurs que... Et puis, donc, lui, il est du continent, mais il y a aussi des écrivains libanais... les écrivains d'autres continents, j'en connais moins, mais peut-être les Africains, comme ceux que je viens de citer là, je suis bien proche d'eux. Et aussi en Côte d'Ivoire, j'ai un modèle qui est là, qui est Isaïe Binton Koulibaly quand même, qui est chez nous la référence. Qu'on connaît peu. Qu'on connaît peu ici, oui, c'est ça. Mais en Côte d'Ivoire, c'est la référence. Okay. Voilà, et c'est un grand écrivain, oui. D'accord. Bon, je crois que nous arrivons à la fin de cette rencontre. Donc, je voudrais vous remercier à tous de nous avoir écoutés ici à la Villa Gilet. Merci donc à Imbolo Mbue d'avoir été en duplex depuis New York. Merci à vous, donc, de Yaya Diomandé, de nous avoir écoutés ici. Alors, pour les questions, donc, ça sera après la lecture de Nimrod, qui va monter sur scène dans l'espace librairie, où vous pourrez aussi faire signer vos ouvrages. Merci.
Je vais vous lire deux récits, le récit qui donne son titre, et puis un autre récit pour tenir dans les 20 minutes qui me sont imparties. Le temps liquide. Les personnes qui ignorent les désagréments des maisons de Bordeaux en parlent avec chaleur. La chaleur, justement, est leur problème. Même chauffée, l'eau reste humide, n'est-il pas? Quel autre destin lui inventer? Sur Venise, on pourrait tenir à peu près le même discours. Une vie d'eau donne la sensation que les événements surviennent toujours en automne, le soir, puis en hiver, le matin, ou les deux. La vie, pour le bonheur du touriste, s'y déroule liquidement. Cet explorateur ingénu de la modernité ne trouvera sans doute rien à redire à ma formule. Le Vénitien cautionne nos vantardises. C'est l'édifice fait homme, la gloire des cités, plus vrai que le Bagdad de 1001 nuits. Il aurait mauvaise grâce à calomnier sa condition. Cela reviendrait à doucher l'honneur, noblesse oblige. Elle est fluide, aquatique, car l'eau est misère nonobstant sa splendeur. Même l'étendue salée, la belle Océane, reste corrosive pour celui qui bâtit sa maison dans sa proximité. Pour vivre en bonne intelligence avec l'eau, il faut être malin à malin et demi. Qui ne sait pas que Berck-Plage est une station de thalassothérapie. Jamais un bain d'iode n'abolira le hasard. Y établir sa demeure est une ruine. On saccage ainsi sa réserve d'espérance, comme ces îles que les tsunamis rayent d'un trait de vague de la carte du monde. Or, l'existence humaine est une île. Sur cette évidence sont fondées des villes comme Venise. Elle a l'excuse de la beauté, mais le voyageur l'accablera toujours des jugements approximatifs. Il survole le temps, il en est ébloui, effaré ou éconduit. Il glisse sur l'eau, il glisse sur tout. Il me vient la pensée que dans les villes françaises boisées, arborées, on se promène souvent seul avec ses pensées. Les gens ont délégué au paysage la politesse qui revient aux humains. De nos jours, le paysage est l'autre nom de la nature. Entièrement refaite, elle est à notre image. Elle nous environne sur le paravent japonais derrière lequel nous nous dérobons, notamment dans les parcs publics et leurs haies, leurs tuyas, leurs bosquets souverains. Réflexion faite, c'est mieux ainsi. Les arbres ne vont tout de même pas se mettre à bouger pour satisfaire notre besoin de parlotte. Ce serait un tel bordel. Aussi, certaines villes se dénomment-elles Bordeaux. Béthune n'en fait pas partie. Dans son port de plaisance où a mouillé l'ange Gabriel, la péniche où les escales de l'être me font résider avec Mintranuin et Shemus d'Addekin, deux âmes rompues au commerce littéraire, je m'en échappe pour des promenades quotidiennes. Exception faite de Jojo le bistrotier du Jubilaire qui, le premier jour de ma balade sur le chemin du halage, m'avait salué de son comptoir haut et spartiate, comme si on se connaissait depuis toujours et même que sa voix crevait sa grande baie vitrée. Les gens sans façon s'écrasaient sous le poids de leurs réserves. L'humidité, associée au froid, fait d'eux des cathédrales de paix. Ils les emportent partout avec eux, ce sont des journaliers de la solitude. Les rares personnes qui savent la briser et qui sont le plus souvent ou grands ou petits ou chenus, dégoulinent en apparence d'indifférence.
Dès qu'elle rencontre quelqu'un, elle le gave de paroles. Il leur sert de support, il devient le square boisé où leurs verbes ricochent. Jamais elle ne dialogue avec elle. Aussi ai-je donné de la voix pour répondre à Jojo. J'aurais voulu qu'il entende la promesse que je me faisais tout bas de venir dans son bistrot pour engager la conversation. J'ai poursuivi ma promenade, j'y tenais. Je m'étais à peine éloigné du jubilaire que j'ai rencontré une femme timide, il va de soi. Elle promenait son chien et c'était comme si elle inventait des voies de traverse loin de ses semblables, aussi loin que deux êtres qui se trouveraient à proximité de regard l'un de l'autre tout en s'ignorant. Mon regard, lui, suffit fort de scruter le chien, ses pas, ainsi que le buste de la femme, ses habits et cette atmosphère autour d'elle pleine de verdure et de chlorophylle. Ma tête est grosse de pensée. Je m'en montre surpris, mais pourquoi? La coulée verte qui va du port de Plaisance de Béthune à la place du général de Gaulle sacre la suffisance. L'œuvre de l'homme s'y accompagne de son coefficient. C'est doux comme un cauchemar que provoquerait le besoin irrésistible d'aller pisser qui vous fait lever au milieu de la nuit. J'aimerais en être soulagé. J'aimerais que ce soit comme dans les contes de Minh Tran Nguyen. Un prince chinois plutôt vietnamien se lève, contemple la mer de jade et tombe sur une paysanne aussi futée que sage. Elle lui apprend la vie, mais avec cette délicatesse toute chinoise, plutôt vietnamienne, qui fait don du bonheur comme pour conjurer un geste désastreux. La noblesse du jade est un fil vert qui sous-tend la vie. Le raffinement chinois est extrême, mais j'y acquiesce. Je rêve de partage. Je constituerai une communauté d'amis à cette fin. Peu me chaud la dureté de la tâche. Sur ces entrefaites, le crépuscule s'est mis à projeter une carte d'Afrique or liquide sur les eaux. Je me suis dressé d'un coup. C'est alors que je me suis souvenu que j'habitais sur l'Ange Gabriel, la résidence de toutes les visitations. L'événement était logique à tout point de vue, néanmoins il m'a surpris. C'était comme si Béthune voguait déjà sur la mer de Chine, cette mer que l'on trouve là-bas, au loin, très au loin, à l'intérieur de soi. L'Afrique est venue à moi comme l'ange à Marie. Ce sont désormais les péniches qu'empruntent les anges pour aborder les mortels. Les plus célèbres des archanges d'Adonai me fait signe avec une simplicité désarmante. Je serais bien sot de refuser son salut. Sa familiarité m'accompagne depuis l'enfance. C'est alors que je me suis souvenu que l'ange Gabriel avait été précédé par son propre ange. Il s'appelait Hugo. Il était sur son vélo, ainsi que 3 autres de ses copains, tous blonds roux comme les anges de Botticelli, et qui avaient entre 7 et 12 ans. Ils m'ont salué avec cette innocence renversante qui est la marque de leur âge. Je les avais rencontrés dans la coulée verte, à la jonction de la passerelle qui enjambe la rivière. J'ai reconnu après coup cette manie des anges de toujours donner rendez-vous au carrefour. C'est dans leur nature, et qui ne sont ni divins ni humains, juste des esprits et moins que des âmes. Mais l'ange Hugo, lui, avait une belle âme enfantine, un brin gouailleuse. Il m'a ému par sa manière de se raconter. Il devisait comme un adulte.
Il a levé les yeux à regarder le pont qui est typique des ouvrages d'art français sous lequel est amarré l'ange Gabriel, et il m'a dit « Je m'arrête toujours devant cette péniche pour l'admirer. Je ne savais pas que c'était la résidence des écrivains. Vous savez, je dessine beaucoup, c'est mon dada. Mon prof principal m'a dit que je dois aller à Bruxelles où il y a une grande école de dessin industriel. Au bout de 4 ans, je sortirai tout formé. Vous savez, je dessine à peu près tout, des mangas, du fantastique, même si j'aime pas ça. Parce que je lis beaucoup, moi. J'aime pas la télé, je la regarde pas. Mais pour les dessins, ma préférence, c'est les dessins industriels. J'ai dessiné le grand pont de New York. J'ai juste jeté un coup d'œil dessus, et puis il était là, sur ma feuille. Il parlait, l'ange Hugo. Je ne pouvais pas l'arrêter. Comme tous les anges, il voulait me convaincre de son humanité. Il se démena, c'était touchant. Alors j'ai volé à son secours. « Tu habites Béthune ?»« Oui, depuis longtemps. Et vous, Amiens ?»« Mais c'est loin ça ?»« Pas du tout. Tu prends le train, te voilà à Arras, et puis un TGV quelques 20 minutes plus tard te dépose à Béthune. Tu vois, c'est rien du tout. » Il m'a regardé, il était émerveillé et même épouvanté par ma capacité à compresser les distances. Les bébés anges ignorent le don inné qui est le leur d'être partout et partout à la fois sur tous les coins de la terre. Hugo, je le voyais bien, n'était pas encore sorti de Béthune. J'étais son ange, je lui racontais le monde. Alors il m'a dit « De quelle origine êtes-vous » ? Tchadienne. Comment ? Je suis tchadien. C'est pas possible, monsieur. J'ai une sœur tchadienne et comme ça, je tombe sur vous, un tchadien. C'est pas possible, monsieur. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Hugo était donc un ange tchadien. Oui, mon père est tchadien, c'est mon beau-père en fait. Quand je dirai à ma sœur que j'ai rencontré un écrivain tchadien sur la péniche, elle ne me croira pas. Ce qui est désarmant avec les bébés anges, c'est qu'ils nous enlèvent les mots de la bouche. Et bien entendu, ils sont prévisibles. Hugo, sans le savoir, était venu devant l'archange Gabriel pour recevoir ses futurs ordres de mission. Il ne tardera pas à prendre son envol. Le second récit, que j'écourterai un peu pour rester dans le temps. Voyage du Darfour à la Sibérie. Je venais d'enfourcher à l'âge mon pur sang arabe. Une fois évanouis les contours d'Abéché, la cité sainte de Ouadaya, c'était le pur amour sous nos pas, mon cheval et moi qui ratissions dunes, mirage de chaleur et oasis. L'azur désignait au loin la route au bout de laquelle brillait la Mecque, la cité spirituelle, la Mecque, la spirituelle étape avant notre montée vers le Grand Nord. J'ai cessé de rêver lorsque, au mi-temps de Darfour, 6 pays ont surgi des limbes du Zéphyr. Ils nous ont encerclés dans un nuage de sable. Ils parlaient un arabe parfait. On leur aurait donné le bon Dieu sans confession.
mais c'étaient des enfants du diable. Celui d'entre eux dont le costume affichait les attributs du chef m'a toisé par la pointe de son sabre, puis m'a intimé l'ordre de descendre du cheval. Le soleil brillait sur le fourreau de son arme. C'était un sabre de samouraï, je l'ai vu en un éclair. Ce mercenaire que j'imaginais maigre et altier, parce que je me gardais de le dévisager, devait avoir parcouru toute l'Asie. J'ai sauté promptement du dos de mon allage, je me suis incliné profondément, puis j'ai remis les rênes de mon compagnon bien-aimé à l'un de ses assesseurs. C'était la procédure. Le seigneur des mercenaires veillait à son respect scrupuleux. J'en ai connu plus d'une espèce pour avoir arpenté garrigues, déserts et taïgas en tous sens. L'honneur est leur colonne vertébrale. Ceux qui m'ont ravi à l'âge étaient en service commandé. Or, je suis invulnérable, du moins je le croyais. Mes prières auraient-elles manqué d'efficace? J'ai toujours passé tel un invisible à travers les mailles du roi du Darfour. Quel péché ai-je commis? De quel relâchement me suis-je rendu coupable? Car sa royale majesté dépouille tout étranger qui foule son territoire avec un pur sang. C'est un passionné de chevaux de course. Désormais, le mien, le destin du mien, sera d'amuser le sultan dans son hippodrome. Or, Al-Hadj n'était pas une monture pour moi. C'était la présence sur laquelle je me reposais à tout instant de mes soucis. Je saute un peu. Les brigands du roi m'ont laissé en échange un âne bâté. Je le chargeais de mes effets et contournais la cité afin que la nuit me surprit loin d'elle. C'est alors que, surgissant de la nappe phréatique, une vieille femme, le type même de la sorcière que nous plaisantions jadis en notre jeunesse bête et morveuse, se présenta devant moi pour me demander l'aumône. 2 chocs coup sur coup me firent vaciller sur mes bases. Je traversais le désert de la tentation, il ne faisait aucun doute qu'Allah se tenait derrière cette laideur pour m'éprouver. Je connaissais bien les Écritures, je savais que le jugement s'abattrait sur moi un jour ou l'autre pour mes errements passés. Ce qui me surprenait, c'était le procédé, sinon grossier, à tout le moins simplet, qu'usait la providence pour me secouer. L'identité de la sorcière ne m'abusait pas, c'était Dieu qui se déguisait. La dernière syllabe de cette apparition achevait de sonner dans mon âme que je sortis ma bourse et lui offris l'un des 3 louis d'or qui s'y trouvaient. Par ce geste, je chassais de mon cœur le chagrin de me déposséder d'une part non négligeable de ma fortune. Je m'acquittais aussi du passeport céleste de celui à même de me conduire jusqu'au bout de la taïga. Grand Dieu, s'exclama l'affreuse fée, que le Tout-Puissant te protège en ton voyage merveilleux, car il le sera. Elle disparut à même le sable après ces mots, comme pour confirmer mes intuitions. C'est alors que je vis la Mecque dans toute sa gloire. Elle brillait tel un diamant, les pèlerins tournaient autour de la pierre noire comme des phalènes immaculées. Je ne rêvais absolument pas. Alors, après avoir contemplé la cité sainte, comme si je rinçais mon corps avec ses eaux lustrales, je vis le roi Absakin en personne qui me rendait à l'âge mon pur sang en se prosternant très bas. Ce n'est pas trop tôt, murmurai-je en moi-même, comme pour n'offenser ni sa sainteté, ni sa majesté le roi, ni la divine providence, et cependant hurler en quelque façon pour cet événement.
L'admirable équidé se détacha des mains royales et s'élança vers moi par petits trot, puis fit 3 fois le tour de ma modeste personne avant que ma main ne caresse son visage. Il était si ému qu'il pleurait en blottissant sa tête contre ma poitrine. Je le consolai du mieux que je pus, lui disant combien il m'avait manqué. Je devais lui redonner la confiance avant d'aborder les terres afghanes, turkmènes, ouzbèques et kazakhs. Car la neige nous surprendrait aux frontières de la Russie, je le savais par expérience. Au contact des Russes, mon allage deviendrait ambassadeur. Au pays des Luges, le cheval impose le respect par sa prestance, non seulement aux chiens et aux cerfs des attelages, mais aussi aux hommes engourdis qu'ils sont par leur anorak en peau de phoque et d'ours.